tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. En ouverture de cette édition, une large page consacrée à la situation épidémique du coronavirus. Nous parlerons de la 10e édition des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Nous découvrirons une exposition dans les pas de Folon, l'artiste belge bien connu en principauté. Et enfin, nous vous proposerons notre Focus Info dédié cette fois-ci à un documentaire retraçant une aventure humaine et solidaire. Nous débutons ce journal avec une large page consacrée au coronavirus. Un deuxième cas positif a été révélé à Monaco. Une enquête épidémiologique est engagée afin de connaître les différents déplacements opérés par ce résident et d'identifier les personnes avec lesquelles il aurait été en contact. Le centre hospitalier Princesse Grace reste le centre névralgique pour l'accueil des patients. Un reportage de Patricia Navarro. Le circuit de prise en charge des patients présentant des symptômes laissant à penser qu'ils peuvent être contaminés par le virus débute ici, au service des urgences du centre hospitalier Princesse Grace. Il est important de rappeler qu'il est demandé de ne pas se rendre directement aux urgences, mais de contacter tout d'abord les pompiers qui se chargent du transfert lorsque cela est nécessaire. Le but est de faire en sorte que les patients arrivent tout de suite dans la bonne structure où ils vont être isolés du reste du public pour éviter une possible transmission croisée, dans un endroit sécurisé où spécifiquement on va les prendre en charge pour tester et surtout pour s'assurer qu'il n'ait pas la maladie à coronavirus. Le patient est pris en charge dans l'unité de confinement par des personnels médicaux et paramédicaux. Tout débute par un entretien avec un médecin. Vous avez été amené par les pompiers parce que vous avez compris, la provenance géographique et les signes que vous présentez sont compatibles avec une maladie à virus type coronavirus. Et dans ce contexte épidémique, je dois vous poser quelques questions pour m'assurer qu'effectivement, il faille vous faire le test, qui est un test au niveau des fosses nasales, avec une espèce de grand coton-tige, ou si on n'a pas besoin de vous faire ce test pour éliminer la maladie. Le but étant d'éliminer la maladie. Donc vous voyez, je suis habillé avec mon habit usuel. Et c'est seulement au contact des patients que nous utilisons le matériel de protection avec un masque facial, un masque pour le visage, une surblouse et des gants pour s'approcher du malade. C'est uniquement au contact proche du patient que nous prenons des précautions pour éviter la transmission du virus. Une fois l'interrogatoire et l'examen clinique avec le médecin achevés et si le patient semble présenter une possibilité de contamination, un test est alors effectué. Avec une espèce de grand coton-tige, l'infirmier ou le médecin va prélever au niveau des cavités faciales, en passant par le nez et en passant par la bouche, du liquide biologique, des cellules dans lesquelles pourrait se trouver le virus qui ensuite va être adressé au laboratoire pour identification. Allez, on est parti, monsieur. Allez, respirez par la bouche. Voilà, ça c'est pour un. Maintenant, on fait le deuxième, donc pareil. Allez, je pénètre dans la narine. Allez, super, merci monsieur. Remettez votre masque. Très bien. Chaque jour, ce sont ainsi en moyenne une vingtaine de personnes qui sont amenées dans cette unité et 5 tests en moyenne toujours sont pratiqués. Un patient qui serait aujourd'hui détecté positif aurait 2 possibilités. Tout d'abord, s'il est symptomatique et nécessite une hospitalisation, il serait transféré à l'hôpital Larcher à Nice dans l'unité dédiée. En revanche, s'il n'est pas symptomatique, il pourrait être confiné chez lui pour 14 jours avec des prélèvements successifs qui permettront de s'assurer in fine de la négativité du patient, c'est-à-dire de sa guérison. Vous le savez, le gouvernement princier et le Conseil national se sont réunis ce mardi afin d'évoquer différents sujets liés au coronavirus. Nous nous sommes rendus ce mercredi au Conseil national où un point de presse était organisé à ce sujet. Le récit de Christine Datomal. Face aux nombreuses craintes émises par l'opinion publique, plusieurs mesures d'urgence ont été demandées par le Conseil national au gouvernement, une assemblée qui appelle à l'unité nationale et à la mise en place de mesures sanitaires, sociales et économiques à la hauteur des enjeux actuels et potentiels de cet événement.
Nous avons notamment insisté sur la nécessité de mieux protéger les populations à risque et en particulier les aînés en demandant un contrôle nominatif des visiteurs de nos maisons de retraite et notamment en s'assurant que les visiteurs ne viennent pas des zones à risque. Nous avons demandé à titre exceptionnel la mise en place de la télémédecine. La France a permis depuis hier à ce qu'on utilise tous les moyens numériques, WhatsApp et autres, et FaceTime. Il faut que nous puissions aussi ne pas remplir les salles d'attente en utilisant la télémédecine. Il y a du retard qui a été pris. Il faut, en cette période particulière, le rattraper. Nous avons beaucoup insisté sur le télétravail, qui a énormément d'avantages, et aussi celui, évidemment, de ne pas mettre en contact les salariés avec d'autres salariés. Donc les mesures prises par le gouvernement sont bonnes, elles ne sont pas suffisamment expliquées et communiquées. Il faut que chaque entreprise reçoive rapidement un courrier l'informant que tous les salariés qui sont d'accord peuvent télétravailler sans limite avec la France et aussi avec l'Italie sur un simple coup de fil à la direction du travail. Et puis, bien sûr, nous avons beaucoup insisté sur les mesures urgentes à mettre en œuvre sans délai pour soutenir les acteurs économiques qui en ont véritablement besoin. Nous en avons les moyens, il faut maintenant passer à l'action. Nous avons demandé au gouvernement plusieurs mesures. D'une part, la mesure donc, de permettre aux sociétés qui sont évidemment en difficulté de décaler le paiement des charges dans le temps. Une deuxième mesure de pouvoir utiliser le chômage partiel temporaire. Une troisième mesure de pouvoir utiliser le chômage total et également de pouvoir réactiver la COMED, qui est la commission d'assistance aux entreprises en difficulté qui existe depuis longtemps, mais avec une réactivité beaucoup plus importante. Toutes ces mesures doivent être apportées au cas par cas par les sociétés. Les sociétés, en fait, ont chacune des situations différentes et chacune des sociétés doit pouvoir se rapprocher du gouvernement, expliquer son cas avec des éléments chiffrés pour pouvoir être aidés suivant leurs besoins. Une nouvelle réunion est à nouveau programmée ce vendredi entre le Conseil national et le gouvernement. Un contexte inédit qui amène les deux institutions à collaborer main dans la main afin d'optimiser ces nouvelles mesures dans l'intérêt de Monaco et de sa population. Et toujours face à l'épidémie du coronavirus, la mairie de Monaco a pris une série de mesures afin de gérer la crise, une sensibilisation particulière au personnel qui intervient dans le cadre du maintien à domicile. Je vous propose d'écouter le maire de Monaco, Georges Marsan. Il est au micro de Dominique Poulain. On applique les préconisations du gouvernement concernant le personnel et les enfants qui viennent de zones à risque. Pour notre personnel, il y a une sensibilisation particulière sur le personnel qui intervient dans le cadre du maintien à domicile, les cartes de vie, les aides au foyer. Et moi, ce que je dis pour notre population, qu'ils fassent preuve de civisme. Je pense que c'est le plus important, de solidarité et de civisme pour éviter tout débordement, de ne pas faire n'importe quoi. On a des préconisations qui ont été mises en place par le gouvernement. Il faut que tout le monde les applique solidairement. Et je ne pense pas qu'on en fasse un peu trop. C'est quand même une situation qui est sérieuse, puisque c'est un nouveau virus. Donc c'est pas comme le virus de la grippe que l'on connaît bien. Alors c'est vrai que ce que l'on voit, c'est qu'il y a pas de, c'est quelque chose de pas très violent, mais c'est un nouveau virus. Il faut qu'on applique encore une fois tout ce qui est préconisé et qu'on ait une façon de vivre différente pendant cette période. Et le monde du sport est également impacté par l'épidémie du coronavirus. Alors que les rencontres sportives se déroulent à huis clos ou en présence de 1000 personnes maximum, l'Euroleague a décidé de suspendre temporairement ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. L'Eurocup en fait partie. L'AS Monaco Basket devait recevoir Bologne le 17 mars prochain à Gaston-Médecin. Le match n'aura donc pas lieu. Une décision sera prise ultérieurement pour la suite de la compétition. Le musée océanographique accueille jusqu'à vendredi les 10e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Sur 2 jours, ce colloque réunit différents conférenciers autour du thème « Agir pour le patrimoine ». Un reportage d'Alexandra Pagny. Pour ces patrimoines, malheureusement de plus en plus confrontés à de nombreux risques, qu'ils soient naturels mais aussi liés à des conflits ou encore résultant d'attaques délibérées, comment devons-nous et pouvons-nous les protéger
afin de les léguer intacts aux générations futures. Il y a 20 ans, les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée voyaient le jour. Un bel anniversaire célébré en présence notamment du prince souverain et de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Un événement qui se déroule tous les 2 ans au sein du musée océanographique. Le patrimoine est un héritage précieux et source d'enjeux cruciaux essentiels pour notre avenir. Le patrimoine a toujours été le fil conducteur de nos rencontres, mais cette année, nous avons donné pour titre « Agir pour le patrimoine », pour arrêter de faire des constats, parce que déjà depuis de nombreuses années, les institutions internationales, la société civile s'engagent pour protéger le patrimoine. Mais le patrimoine, c'est immense. En 2 jours, nous n'allons pas pouvoir traiter tous les problèmes concernant le patrimoine. Il y a le patrimoine culturel, naturel, le patrimoine immatériel. C'est vraiment un sujet très très vaste que nous avons traité tout au long de ces 20 dernières années. Ces 2 journées seront articulées autour de 4 tables rondes, le patrimoine méditerranéen, les nouvelles stratégies de protection, le patrimoine collaboratif et la principauté face à son héritage. Après l'ouverture officielle du colloque, le prix des rimes 2020 a été remis à la directrice générale de l'UNESCO des mains du prince souverain. Je vous emmène à présent sur les pas de Folon. Cet artiste belge bien connu en principauté a inspiré les élèves des ateliers publics du pavillon Bozio. Ils exposent leur travail jusqu'au 13 mars prochain. Découverte avec Alexandra Pani. Tous les codes sont présents, l'univers de l'artiste belge est bien représenté, mais il n'était pas question de réaliser des copies de ses œuvres, mais plutôt de s'en inspirer. Et les jeunes élèves des ateliers publics du pavillon Bozio ont joué le jeu et ont laissé libre cours à leur imagination. L'idée, si vous voulez, c'était de mettre tout le travail réalisé en valeur, puisqu'ils ont travaillé toute l'année dernière autour de l'œuvre de Jean-Michel Folon. Donc ils ont dans un premier temps visité l'atelier de l'artiste. Ce projet a été en effet développé en partenariat avec la Fondation Folon qui leur a ouvert l'atelier monégasque de l'artiste. Dans leur travail, l'on retrouve les périodes et thèmes récurrents de Jean-Michel Folon, les chapeaux, les cadavres exquis, les aquarelles ou encore ses affiches. Honnêtement, je crois que c'est vraiment un plaisir de travailler avec les enfants parce que le terre, c'est une matière que vous pouvez modeler. Donc, si vous voulez que c'est comme le bois, ça peut être comme le bois. Si c'est un truc de modeler, comme vous voyez sur cette pièce sur la table, c'est comme ça. Mais c'est juste quelques techniques précises, mais si je gère ça, le reste c'est facile. Vraiment, c'est pas du tout compliqué. Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié le travail de Folon à la base, ce qui aide. Et puis ensuite, non mais ils sont toujours très motivés, plein d'entrain, donc c'est très très agréable de travailler avec eux. Puis il y a toujours des surprises en fait, parce que beaucoup d'imagination et toujours des choses qu'on n'attend pas, c'est ça qui est intéressant. La scénographie est une invitation au voyage dans l'univers rêvé de Jean-Michel Folon, un parcours au cœur des réalisations éclectiques et colorées des enfants. Les ateliers publics sont ouverts à tous et se déroulent tout au long de l'année scolaire pour les enfants de 7 à 17 ans. Les inscriptions s'effectuent au mois de septembre et pour les adultes, il est également possible d'assister au cours du soir. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Des bouteilles à la mer dans le port Hercule, juste en face du Yacht Club. Un message environnemental. 2 sculptures géantes en acier, The Twin Bottles, Message in the Bottle, réalisées par les artistes Elidon Exiglia et Giacomo Giacbraglia. L'installation sera le cadre de la Monaco Ocean Week du 22 au 27 mars. Un message fort condamnant la pollution des mers due aux bouteilles en plastique, une véritable urgence environnementale. Notre Focus Info est consacré cette fois-ci à un documentaire sur l'odyssée de 2 comédiens partis à bord d'un bateau-théâtre sur les traces des migrants. Ce documentaire retrace cette aventure humaniste, militante, solidaire et émouvante. Dominique Poulain vous en dit plus. Dans le cadre du festival Femmes en scène qui se déroule à Nice, le cinéma Mercury vient de projeter le film C'est la goutte d'eau, une odyssée en Méditerranée qui traite la problématique migratoire. Ce documentaire de 80 minutes raconte le périple d'un couple de comédiens qui se lance avec Rita, son bébé de 10 mois, dans une aventure un peu folle durant l'été 2018. Partir en voilier et jouer sur les quais des ports de Marseille à Lesbos en Grèce, cette pièce qui traite du sort des réfugiés.
Le projet d'Emilien Urbach, auteur de théâtre et journaliste spécialisé sur les sujets liés aux migrations pour le quotidien L'Humanité, et de Mandine Guillaume, elle aussi auteure de théâtre et directrice artistique d'une compagnie de théâtre à Menton, s'est concrétisé grâce aux réseaux sociaux. Un jour, on m'a envoyé un message et ce message, c'était un couple qui faisait une cagnotte participative pour financer un voilier et pour partir sur les routes migratoires de la Méditerranée pour jouer un spectacle sur un bateau théâtre qui voulait rendre hommage aux sauveteurs, aux solidaires, à tous ceux qui venaient en aide aux réfugiés tout autour de la Méditerranée. Et quand j'ai lu leur projet, quand j'ai lu cette idée, ce voyage, cette odyssée, j'ai tout de suite visualiser des images et en plus j'étais assez sensible à la question migratoire, à la question de l'exil et des guerres, donc je trouvais que c'était une idée très originale et ça m'a tout de suite interpellée. J'ai contacté ce couple. Pendant 5 mois, Yasmina Farber, grand reporter à France 2 pendant 15 ans, accompagne les comédiens et filme leur odyssée à bord du bateau théâtre. Je suis sensible à cette question migratoire parce qu'au cours de ma carrière de grand reporter, j'ai souvent travaillé sur des terrains de guerre. J'ai rencontré des gens en détresse, j'ai rencontré des gens qui étaient persécutés, mais je ne les avais jamais suivis sur cette question de l'exil. Pour raconter l'aventure, Yasmina fait appel à Bernard Lavilliers. Je vais vous raconter une histoire de pirate, une histoire de comédien engagé qui a décidé de partir à l'abordage des ports de la Méditerranée sur son bateau-théâtre. Pour moi, c'était la voix qui pouvait porter ce film et j'avais envie qu'il y ait une voix connue qui m'aide à porter ce document parce que je n'avais pas envie de lui donner un ton journalistique comme avec le ton que je peux avoir moi en tant que reporter. Emilien et Mandine, artistes très engagés depuis toujours dans des causes humanitaires, se sont inspirés de leur séjour sur l'Aquarius, le célèbre bateau sauveteur de SOS Méditerranée, à bord duquel ils passent 3 semaines durant l'été 2016. Au rythme des sauvetages, ils interrogent l'équipage, les bénévoles, mais aussi et surtout les rescapés. Ils leur font écrire des messages avant de les mettre dans des bouteilles pour créer l'acte symbolique de la bouteille à la mer et d'exorciser en quelque sorte le passé. Scrivo questa lettera per pensieri a tutti i miei fratelli che hanno perso la vita in questo mare, soprattutto miei amici che ho conosciuto prima del loro naufragio. Mamma, ti amo e spero di vederci presto. Quelques mois plus tard, Emilien et Mandine écrivent cette pièce. C'est la goutte d'eau est un hommage rendu à tous les réfugiés embarqués sur des bateaux de fortune et à tous ceux qui œuvrent pour les sauver. Il s'agit aussi de sensibiliser l'opinion sur le sort de ces migrants. Au-delà de cette tragédie qui est l'histoire des migrants, qui est encore malheureusement encore plus d'actualité peut-être aujourd'hui encore, bien sûr que c'est un sujet qui me touche évidemment. Mais au-delà de ça, j'y voyais l'histoire d'une famille qui a porté, qui faisait ce projet un peu dingue d'aller contribuer par une goutte d'eau dans l'océan, enfin dans la mer pour le coup, et d'apporter cette petite pierre à l'édifice pour faire parler au moins des migrants, pour faire parler de ça, tout simplement, pour qu'on en parle. Et puis la façon dont Yasmina Farber a traité le sujet est particulièrement bouleversant parce que moi j'ai trouvé que c'était un film, presque une fiction. On a l'impression qu'on suit l'histoire avec elle, qu'on est dans l'aventure avec eux, on s'intéresse aux personnages du film comme si c'était pas vrai. Et puis en même temps on est dans la réalité. Voilà, tous les protagonistes du film, on est en empathie avec eux, on se dit mais comment ils ont fait pour faire ça. Enfin moi j'ai trouvé ça tellement incroyable, voilà. Voilà pourquoi je suis très très fière aujourd'hui que cette projection se fasse au cinéma aujourd'hui au Mercury. Autre moment fort, lorsque les comédiens débarquent sur l'île de Lesbos. L'île de Lesbos est la principale porte d'entrée de l'Europe. Les côtes turques ne sont qu'à 10 km. Ils sont tous arrivés sur cette île grecque au risque de leur vie, sur des canots de fortune. Sur cette île, Emilien et Mandine recueillent le témoignage de Racha, une enseignante syrienne contrainte de quitter son pays avec sa fille de 14 ans. We enforced to come here. For me,
I am forced to come here because of the war of Syria, first of all, and to follow my son. I'm looking for a good life. I'm looking for my children's future. I'm looking for me to have a good life in the future. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la Méditerranée de colère. Cette mer devenue le tombeau de 30 000 migrants depuis 10 ans. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Vendredi, des nuages et encore des nuages. Et si vous avez été sage, éventuellement, on vous enverra quelques rayons de soleil, mais ils seront à compter sur les doigts d'une main. Autrement dit, ne les attendez pas trop. Même chose pour ce week-end, une large prédominance d'un ciel couvert. Une amélioration est réellement prévue à partir du début de semaine où ça sera l'inverse avec plus de soleil que de nuages et ce au moins jusqu'à mercredi. Quant aux températures, elles sont à peu près identiques sur ces 6 prochains jours. On va dire entre 10 degrés le matin jusqu'à 15 au meilleur moment de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.